on sent présentement que les prêteurs ont resserré quand même pas mal les critères au niveau des nouveaux emprunteurs qu'ils vont prendre, mais aussi des plus expérimentés. Est-ce que c'est le bon moment d'aller de l'avant ou pas? Comment qu'on voit un peu l'avenir des taux d'intérêt? Et ce que je vais vous dire, c'est simple. C'est que c'est très dur à prévoir présentement parce que, à moins d'avoir une récession profonde au Canada, je ne crois pas qu'on va avoir une baisse de taux directeur avant la... OK, donc on est aujourd'hui ici au Sommet immobilier de Montréal 2025. Je suis avec Mathias Haché, mon associé. Salut Alex, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va. Good. Fait qu'on va... Écoute, tu te présentes tantôt devant les investisseurs immobiliers qui sont ici aujourd'hui pour apprendre sur les conditions de marché. C'est quoi le sujet exactement de ton panel aujourd'hui? On parle du financement, bien évidemment, en général, en fonction de ce qui se passe sur le marché actuellement. Donc, on va vraiment démystifier tous les points de l'immobilier en termes de multilocatif jusqu'à commercial, industriel. Donc, ça va être super intéressant de ce côté-là. Ouais. Good. Fait qu'on voulait repasser un petit peu les sujets que tu vas toucher, étant donné qu'on voulait pouvoir le rediffuser aux gens qui ne sont pas ici aujourd'hui avec nous. Donc, écoute, quelques questions que tu vas aborder plus tard devant le public. Comment qualifierais-tu en général l'état du marché au niveau du financement à Montréal? Ce qui va être dit tantôt, là, tout simplement, c'est en lien par rapport au resserrement du crédit des prêteurs. On sent présentement que les prêteurs ont resserré quand même pas mal les critères au niveau des nouveaux emprunteurs qu'ils vont prendre, mais aussi des plus expérimentés. On sent qu'il y a des prêteurs aussi qui ont une exposition à risque avec certains emprunteurs, puis qui, tout simplement, ils offrent des conditions qui sont moins intéressantes ou tout simplement les poussent un petit peu à l'extérieur en disant « Hey, j'ai trop d'exposition avec toi, tu dois aller voir ailleurs ». Donc ça, c'est quelque chose qu'on a observé dans les derniers mois avec certains prêteurs. On a aussi eu une augmentation au niveau des spreads. Donc les taux, en général, ont monté. Et là, on ne parle pas juste des CMI, mais on parle aussi du profit du prêteur, le fameux spread. Hein. Comment on fait les calculs au commercial? C'est qu'on prend un CMB plus spread et le spread est le profit que le prêteur va prendre à la fin. Ces profits-là ont augmenté quand même considérablement. Ça, on a vu ça aussi dernièrement. Attends, je vais juste t'arrêter. Fait que pourquoi tu penses qu'ils ont augmenté leur profit? C'est quoi qui explique le raison? Est-ce que c'est eux qui ont voulu augmenter leur profit vraiment ou c'est les coûts d'opération, tu penses? C'est quoi exactement qui fait en sorte qu'ils veulent le faire? Très bon point, Alex. En fait, c'est au niveau du reporting. On le sait avec la PHLEC, on a de l'abordabilité, on a des révisions annuelles quand même assez importantes, ce qui met une pression quand même dans le back-office des prêteurs. Sur leur coût opérationnel. Pour leur coût opérationnel et même, j'irais plus loin que ça, pour les prêts de petites envergures, quand on parle de prêts de 10, 15, 20, 100 millions, bien évidemment, le profit commence à être intéressant à ce stade-ci, mais quand on parle de prêts à faire du reporting pour du 1 million, 1,5 million, même 2 millions, dans cette strate-là, c'est très difficile. On a aussi perdu un rabais de titrisation au niveau de la CHL qui est quand même non négligeable. Donc, on parle à peu près un 12 points de base. Donc, ça aussi, ça vient marquer une augmentation quand même de ce côté-là. Et bien évidemment, pour terminer, la fluctuation des CMB. Ouais. Dans les dernières années, on avait une fluctuation qui était relativement assez intense. Là. On l'a vu, on a monté très rapidement, on a descendu aussi quand même assez drastiquement dans les derniers mois. Mais actuellement, ce qu'on voit, c'est des swings de 20 bips, 25 bips, 30 bips en 2 jours, une journée. C'est très, très, très difficile pour les investisseurs de se positionner dans des moments où est-ce que c'est le bon moment d'aller de l'avant ou pas? Et ça, je vous dirais que c'est un des défis qu'on rencontre actuellement sur le marché. OK, la question à 1 million, qu'est-ce qui fait en sorte que le CMB est autant volatile? L'incertitude. Qu'est-ce qui fait... Comme quoi? Donne-moi un exemple. Une journée que le taux monte, le taux baisse, qu'est-ce qui peut s'être passé cette journée-là qui va faire en sorte que le CMB va avoir fluctué? L'incertitude géopolitique, bien évidemment, avec les tensions qu'on peut voir avec l'Ukraine, avec l'Iran, Israël actuellement, qui est très et aussi avec Donald Trump, hein, le fameux Trump mania. Ça a été intense là, dès qu'il est rentré au pouvoir. On s'attendait, la bourse s'attendait à monter en flèche et finalement, guerre tarifaire. Et là, on a vu les CMB swinguer de 25-30 points, baisser, monter. On ne sait pas où ça s'en va. Et une des questions un petit peu plus loin au forum, c'était, au sommet, pardonnez-moi, c'était comment qu'on voit un peu l'avenir des taux d'intérêt? Et ce que je vais vous dire, c'est simple. C'est que c'est très dur à prévoir présentement parce que on ne sait pas où ça s'en va au niveau des tensions géopolitiques et encore plus loin que ça, des guerres tarifaires. C'est pas encore réglé. Donc, moi, ce que je pense, à moins d'avoir une récession profonde au Canada, je ne crois pas qu'on va avoir une baisse de taux directeur d'ici avant la fin de l'année. D'après moi, ça va avoir lieu à la fin de l'année. Et je peux me tromper en passant, mais
je pense qu'on s'enligne vers ça. Et d'ici là, on va avoir des 20-25 points de swing au niveau des CMB, ce qui fait en sorte qu'on va devoir timer nos moments où on va débourser nos prêts et peut-être même fixer des taux d'avance dans certains cas. Bien évidemment, il y a un prix à ça, à fixer des taux d'avance, mais je pense que ça va être un bon défi pour les investisseurs, malgré qu'on est dans un défi depuis plusieurs mois. Même année, des années. Avez-vous observé un changement significatif dans l'appétit des prêteurs depuis le début de l'année, toutes classes d'actifs confondus? Est-ce qu'il y a des tendances évidentes? Puis essaye peut-être de développer sur la perspective du prêteur, la perspective d'un courtier, perspective de la SCHL. Comme j'ai dit en entrée de jeu, les petits prêts, on l'a senti, ça a été le mal-aimé du marché actuellement. Donc, si vous avez du 1-2 millions à faire du financement ou du renouvellement, des choses comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Les prêteurs ne sont pas enclins nécessairement à prendre ce risque-là, ce prêt-là, parce que c'est du reporting à la fin et ça fait juste contingenter le back-end, le back-office. Ceci étant dit, on a encore l'APH Select qui est en feu actuellement, même avec les resserrements qu'on a eus au niveau des constructions. On a encore les prêts CHL qui sont encore la saveur du mois, là, et la saveur de l'année, même, je dirais. C'est venu un peu sauver le marché, puis on le répète, puis je ne vais pas aller là, mais une chance que l'APH était là. Mais j'irais plus loin que ça. Tout ce qui est commercial retail a quand même repris un peu de vigueur. Commercial bureau, plus difficile, surtout au niveau du refi. Tout ce qui est refinancement commercial bureau, c'est difficile. Mais construction, multi-res, optimisation, tout ça, il y a beaucoup de prêteurs sur le marché actuellement qui offrent des produits qui sont intéressants. On parle des prêteurs alternatifs qui n'étaient pas nécessairement dans le game, qui commencent à être dans le game et qui font des offres quand même très agressives. Des prêteurs conventionnels qui commencent à revenir au niveau de la construction, des prêteurs assurés CHL, on en a. Par contre, puis Alexa, tu le sais très bien, je pense qu'il manque quand même un peu d'offres sur le marché en termes de prêteurs actuellement. Je trouve ça fait 6 ans que je fais ça. Je trouve qu'actuellement, on est quand même restreint avec l'offre prêteur qu'on a. Les prêteurs se spécialisent dans une certaine type d'offre qui fait en sorte que quand tu cherches du financement pour une certaine type de catégorie d'actifs ou quoi que ce soit, on n'a pas une tonne de choix parce qu'ils se spécialisent vraiment dans leur catégorie. Exact. Oui, effectivement. Ouais. On va aller vers la nouvelle construction un peu. On parle d'appétit de prêteur. Des changements significatifs depuis le début de l'année. C'est quoi les tendances qu'on voit dans la nouvelle construction? Y a-t-il des resserrements avec tout ce qui se passe avec l'économie, tout ça? Qu'est-ce qu'on voit avec ça? On a vu bien évidemment les annonces de la SCHL un peu plus tôt cette année, en fin d'année passée, où on est venu resserrer un petit peu le risque au niveau de la construction. Et chose certaine, la SCHL ont pris tout le risque dans la construction dans les derniers mois, même, je dirais, années, parce que le conventionnel était absent, inexistant carrément. Les taux étaient trop élevés. On n'était pas capable d'aller chercher des financements qui faisaient du sens. Ceci étant dit, avec le resserrement au niveau de la construction, on voit quand même, quand je parle de resserrement, là, allons-y plus en profondeur, là, on parle au niveau de la performance locative qui a été appliquée dans certains secteurs où il y a beaucoup de construction. Et j'irai plus loin que ça aussi au niveau du cautionnement de l'exécution qui est exigé dans sensiblement pas mal tous les dossiers en haut de 24 unités et plus. Juste pour faire une parenthèse là-dessus, fait qu'ils ont annoncé ça en novembre, mais c'était pas comme un avis où est-ce que ça disait ça va être noir ou blanc, on va l'appliquer. Ils ont comme annoncé ça comme on va commencer à l'exiger de plus en plus, on va commencer à resserrer la vis, mais on savait pas exactement qu'est-ce que ça voulait dire. On n'a pas commencé à vraiment voir les impacts de ces décisions-là avant plusieurs mois qui ont suivi parce que ça se transposait dans les souscriptions à venir. Exact. En date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Avec la performance locative, le cautionnement d'exécution, est-ce que c'est tout le temps appliqué? À quel point qu'on a resserré la vis depuis? C'était un avis? Je me rappelle même pas si c'était un avis officiel. C'était juste un courriel. Un avis officiel. C'est un avis officiel, l'avis 253 de mémoire. Mais c'est un avis officiel qui est appliqué selon les secteurs. Ils se gardent beaucoup de gêne à l'interne. Donc, beaucoup plus en termes de présente-moi ton produit, présente-moi ton projet. Ton marché. Et ton marché, et je vais te dire où on s'enligne. Et dans ce cas-là, avec la SCHL, on le sait, on présente un dossier et s'il y a beaucoup de construction dans ce secteur-là, eh bien, c'est un secteur qui est à risque. Donc, potentiellement, qu'il pourrait y avoir une performance locative applicable dans un certain secteur donné parce que tu as plusieurs projets en cours à ce moment-là. Et c'est très légitime parce que l'absorption actuellement dans les immeubles neufs, dépendamment des secteurs, est plus difficile. Ouais. Je parle à beaucoup de promoteurs, je suis moi-même promoteur, et la mise en marché des logements, on les fait le plus tôt possible. Ouais. Je parlais à un investisseur hier, tu étais avec moi d'ailleurs, puis... Bien, on en a eu plusieurs conversations depuis qu'on est arrivé depuis hier, là, avec des promoteurs qui ont des projets neufs. Puis c'est tout, tu sais, tu dis certains secteurs, mais il y a quand même une tendance à travers la province. Là. Vas-y, développe un peu là-dessus. Exact. La mise en marché se fait beaucoup plus tôt. Jour 1, quand la pelle est dans le trou,
on commence à louer nos logements. Ce qu'on faisait plus ou moins avant, parce que quand on bâtissait un plan, 24, un c'est 32, un semi, 36, tu t'attends un peu d'avoir avancé ton produit, tu commences à louer et tu sais qu'à la livraison, tu vas être à 90, peut-être même voir 100 dans plusieurs projets. Et même des fois, il y a des listes d'attente qui se créaient dans d'autres projets aux alentours. Maintenant, c'est pas le cas. J'ai fait plusieurs gros projets dernièrement où on est à 50, 60 de location, mais on est à 100 de complétion. On livrait, on est à 60 loué sur des projets d'envergure de 200-300 logements. C'est harsh, là. Ça veut dire qu'à la fin, ton bridge tombe sur ton long terme, OK, ou tu restes sur ton bridge, mais là, tu dois avoir si tu as la performance locative, tu dois atteindre ta performance locative pour pouvoir débourser. Avant de pouvoir débourser. Mais si tu n'as pas l'atteinte de performance locative, tu peux débourser, mais une fois que tu débourses, ton paiement, il vient à chaque fin de mois, là. Donc, c'est pas les loyers qui rentrent. La Exactement. pression financière, elle est énorme. Il faut que tu aies les reins solides. Donc, budgéter une contingence peut-être un peu plus serrée dans des projets comme ça. Avoir un budget aussi plus élevé en termes pour la location des unités. Donc, mettre plus le paquet sur les médias sociaux. J'ai même vu des gros joueurs, dernièrement, c'est super intéressant, mais qui ont commencé à investir dans les médias sociaux avec des influenceurs pour promouvoir leur entreprise immobilière. Chose qu'on n'avait jamais vue. On promouvoyait, en fait, le projet en soi. Disons, X projet, venez ici, c'est super bien, voici ce qu'on offre. Maintenant, c'est pas ça, c'est voici notre entreprise de construction, immobilière, et voici ce qu'on offre à nos locataires dans tous nos logements. Donc, pas juste sur un projet, mais sur l'ensemble de leur parc. Et je trouve ça génie. C'est une idée de génie de faire ça parce qu'ils sont en avance. Ils voient qu'est-ce qui va arriver dans les projets de 2026, 2027, 2028. On le sait pas. Donc, je pense que d'être en amont avec des solutions de location, ou disons des solutions pour faire connaître notre entreprise, je trouve que c'est vraiment la meilleure stratégie, la plus viable à utiliser actuellement. OK. Fait que là, il y a souvent des gens qui vont nous dire ouais, mais là, il y a des crises de logement. Là, la SHL resserre la vis sur la nouvelle construction. C'est donc bien contradictoire. Ouais. C'est quoi la réponse à cette question-là? On se la fait tout le temps demander. Ouais. C'est quoi la réponse, en fait? C'est que, tu sais, quand on prend un recul un peu sur cette situation-là, c'est quoi exactement? Comment on répondrait à cette question-là quand les investisseurs nous posent cette question-là? C'est un excellent point, Alex. Il y a une crise de logement abordable. Il n'y a pas une crise de logement neuf à 2500 $. Donc, on le sait, on a quand même beaucoup de retraités actuellement qui vont vendre leur maison dans les prochaines années, qui vont transférer dans du logement locatif neuf. Et on voit que ces gens-là sont beaucoup plus enclins à aller dans des logements neufs, plus haut de gamme. Ceci étant dit, la crise du logement se concentre beaucoup sur l'abordabilité. Le spectre qui est un petit peu plus bas. Donc, même si on construit du logement neuf, et qu'on prend des gens qui ont les moyens d'aller en logement neuf, dans les logements existants. Disons qu'il y a quelqu'un qui habite dans un 40 unités existant à 1200, 1300 $, qui transfère vers un immeuble neuf, ça libère de la place, mais on n'a pas encore assez d'offres dans ce type de logement-là, ce qui fait en sorte que quand on entend il y a une crise de logement, il y a une crise de logement abordable. Il n'y a pas une crise de logement neuf. Et ça, c'est très important à faire la distinction. Les gens y achètent. Tu sais, on a vu, Alex, tu l'as vu dans tes dossiers aussi, tu en fais beaucoup de dossiers de construction, les gens achetaient des terrains un peu partout sans nécessairement avoir l'offre commerciale aux alentours, puis ils construisaient un 24 ou un 32 ou un 60 logements là, puis ça se louait bien. Présentement, tu ne peux plus faire ça. Le terrain que tu achètes doit être dans une localisation très précise et bien choisie pour que l'aire de vie des locataires n'est aux juste où ils habitent, mais aux alentours. L'analyse de marché, elle se fait vraiment au début du projet. C'est vraiment important de bien prévoir ça. La densification urbaine, beaucoup de centres commerciaux actuellement sont en train de faire ça. On le voit avec les Trudel, on le voit avec Pierre Moffett, avec le Laurier à Québec, mais on le voit aussi à Montréal. C'est de la densification urbaine où les gens vont naître là et ils vont mourir là. Ouais. Et c'est une densification comme ça que les promoteurs visent. Et l'étalement urbain est beaucoup plus difficile de ce côté-là quand tu achètes du terrain qui est moins bien situé. Et pour terminer là-dessus, Alex, j'en fais des projets de construction. Puis les projets de construction où j'ai acheté des terrains, même si je suis en périphérie de Québec, dans mon cas, j'ai acheté des terrains où le commercial était développé avant le multilogement. Et non l'inverse. Mm-hmm. Et ça l'a amené à faire en sorte que mes immeubles se sont remplis vraiment rapidement. Ouais. Versus quelqu'un qui achète du terrain pour construire du multilocatif, mais qui n'a pas d'offre commerciale dans le secteur, plus difficile. Plus difficile. Mais là, je veux juste faire Fait que j'ai apporté cette question-là, mais je voulais faire le lien avec qu'est-ce qu'on voit. Est-ce qu'on voit plus de latitude dans nos dossiers
Genre, tu sais, où est-ce que c'est tu sais, quel type d'actif, on se le fait demander, où est-ce qu'on devrait investir? C'est quel type d'actif qui est plus facile à financer? Est-ce qu'on le voit? Parce que, tu sais, entre toi puis moi, là, est-ce qu'on le voit que c'est plus facile nécessairement du existant? Parce qu'on a aussi beaucoup de challenges avec la SHL pour l'optimisation. On parle beaucoup de neuf, mais oui. Tu sais, pour de l'existant, est-ce que c'est plus facile? Ils ont-tu plus on a-tu plus de facilité à faire approuver nos dossiers qui sont existants? Est-ce qu'on voit une différence? Est-ce que... C'est une bonne question. Le resserrement du crédit n'est pas juste au niveau des prêteurs, c'est au niveau de la SCHL aussi. Oui. On l'a vu dans la souscription. Bien évidemment, je ne veux pas parler pour eux, mais on le sent. Là, on a 250 dossiers en même temps présentement au bureau. On le sait, on envoie des dossiers. Et le resserrement au niveau de la SCHL, au niveau des banques, est très présent. Et pas juste dans la construction, dans l'optimisation, dans la croissance des revenus. Le fameux ESG aussi, comment qu'on va traiter ces locataires-là, c'est super important. On n'est plus du tout dans la même ère qu'il y a 5 ans. Là. Moi, j'ai commencé il y a 6 ans. Et il y a 6 ans, l'optimisation était à la mode et tout ça. Et maintenant, c'est plus le cas. Là. Il faut le faire de façon éthique. Il faut le faire de façon modérée. Et il faut le faire de façon intelligente pour que la croissance des revenus soit assurable auprès de notre assureur, notre seul assureur, qui est la SCHL. Donc, ta question est bonne. Le resserrement du crédit n'est pas juste pour les projets de construction, mais aussi pour les projets existants. Même si le risque se trouve là. Mais en fait, tu sais, ils le disent pas nécessairement, c'est pas un message qui véhicule. C'est pas un avis qui a été véhiculé. C'est ça, c'est juste qu'on le voit à la quantité de dossiers qu'on fait, c'est que ils veulent prendre moins de risques en général. Ils veulent que le conventionnel prenne un peu plus... prenne la part de risque du marché, mais on a la difficulté quand même. C'est difficile, les proformas au conventionnel. On en fait plus qu'avant. Ouais. Tu sais, mettons, si on beaucoup compare... d'alternatifs aussi. Oui, on en fait beaucoup, là, mais c'est souvent un bridge to CMHC. Fait que c'est en attendant du SHL, ça va être comme... Tu sais, ils vont prendre une partie de risque, mais le plan, c'est toujours de finir éventuellement avec la SHL une fois que la propriété est stabilisée. C'est souvent la conversation qu'on a avec les investisseurs. La porte de sortie est toujours avec la SHL, Alex. Tu as raison. Ouais. C'est toujours ça. C'est toujours ce cas-là. Ça serait intéressant de leur demander si c'est vraiment ça qu'ils veulent. Prochaine question. Bon, ben on l'a un peu touché, là, mais quelles sont vos prévisions pour les taux d'intérêt? Pour d'ici la fin de l'année, tu as dit, on pense qu'il va y avoir une baisse du taux directeur. Le taux directeur, une question qu'on se fait quand même souvent demander. Ouais. Baisse du taux directeur, est-ce que ça veut dire baisse du CMB? Est-ce qu'ils sont corrélés directement, indirectement? Très bonne question. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que la tendance, si le marché anticipe une baisse de taux directeur, les CMB vont descendre avant même d'avoir la baisse. Donc, souvent... C'est avec l'anticipation. L'anticipation. Donc, souvent, ce qu'on va avoir, c'est que on va avoir un 0,25 de baisse du taux directeur. Les clients vont nous appeler, vont dire « Hey, ça a-tu baissé de 0,25 » Exact. Non, c'est pas le cas. Ça fait 2 semaines qu'il a baissé. Et même des fois, quand ça baisse et que le discours, disons, de la Fed, dans un cas où on est aux États-Unis, ou de la Banque du Canada, est pessimiste ou optimiste, ça va jouer aussi. On les voit. Donc, je vous dirais qu'on va avoir un marché qui est très volatile dans les prochains mois. Par contre, je sens qu'on approche à un niveau de stabilisation. Je pense qu'on n'est pas très loin. On n'est pas restrictif au moment où on se parle. Quand j'ai commencé, les taux étaient à peu près un petit peu plus bas que ça. Donc, on n'est pas très loin d'arriver à un stade où on va être dans un marché stable. Mais j'irais même plus loin que ça. On n'aura pas de baisse de 75, 100 points. On ne va pas retourner dans du 1,5 % comme on a vu. Mais la moyenne de 10-15 ans, est là. On est pas mal là. C'est ça. Exact. Fait que, personnellement, si vous avez des refinancements, des projets de construction, des choses comme ça, d'ici la fin de l'année, à mon avis, il va y avoir une baisse du taux directeur. Les CMI vont anticiper cette baisse-là. On n'aura pas de baisse drastique, mais je pense qu'on n'aura pas non plus de grosses baisses dans les prochains mois. Mais on va avoir des swings, comme je disais tantôt, 20, 30 beeps, over, under, ça va jouer là-dedans, là, beaucoup. Faut s'adapter au marché. Puis ayez quelqu'un qui suit ça à tous les jours. La première chose qu'on fait quand on arrive au bureau, Alex, c'est quoi? C'est qu'on ouvre le GOC, on regarde un peu comment ça bouge et tout ça. Puis on regarde avec nos clients, hey, ce serait le bon timing pour fixer. Même si on pense que ça va descendre, j'ai jamais vu un client réussir à guesser le marché comme il faut. C'est tout le temps, ça joue tout le temps contre nous. C'est un gamble. Puis là, on va terminer avec une dernière question. Ouais. Je vois le temps filer, là. Les besoins et les exigences en matière d'équité et de mise de fonds, les ratios pré-valeur, les ratios pré-coût. Il fut un temps où est-ce qu'on était quand même assez confiant qu'on pouvait financer à 95 % des coûts de construction. Ouais. Un bon projet, en fait, t'es capable, tu réussis à financer sur tes coûts de construction. Quand on voit une valeur économique ou une valeur marchande qui est supérieure par rapport aux coûts de construction, ça veut dire quoi?
quoi? C'est un bon projet? Tu sais, est-ce qu'on réussit à financer? Puis qu'est-ce qui est un bon projet ou pas? Qu'est-ce qu'on voit en ce moment là, par rapport Il y a beaucoup de points dans ta question, mais ouais. c'est une très bonne question. En fait, présentement, ce qu'on voit, c'est le terrain est la base de tout. Okay? Fait que c'est la première chose que tu dois bien acheter, c'est ton terrain. Si tu payes trop cher, tu pars avec une strike, puis présentement, tu ne peux pas te permettre de partir avec une strike. Ça, c'est inévitable. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va être capable d'aller chercher du 95 loan to cost, donc ratio pré-coût. C'est possible avec la PHA qu'on en fait. On fait des 250, 300 logements qu'on a fait ça. Par contre, ça prend un builder qui est solide avec toi. Ça te prend un terrain qui a été acheté au bon prix. Ça prend une planification du projet avec tes architectes en collaboration avec ton constructeur le plus tôt possible et le courtier hypothécaire ou ton banquier pour planifier tout ça. Hein. L'objectif, c'est de trouver le sweet spot entre ton financement et ton coût de construction. Ceci étant dit, dans les secteurs plus tertiaires ou secondaires, on va souvent arriver à du 95 % parce qu'on a des coûts, disons, briques et bois, stationnement extérieur, quelque chose qui se construit relativement bien. Mais quand on va tomber dans la strate béton, dans les secteurs primaires, où on va payer peut-être le terrain un peu plus cher, la valorisation à long terme va être super bonne. Par contre, à court terme, la liquidité résiduelle dans le projet va peut-être être un petit peu plus élevée. Est-ce que c'est mieux ou pas mieux? La réponse, c'est ça dépend de votre objectif de votre côté. Moi, je fais les deux. J'ai des projets briques et bois où on est allé chercher des bons ratios pré-coût. Puis là, on a des projets en béton où c'est un actif qui va prendre énormément de valeur dans un secteur donné où on le sait qu'il y a une revitalisation qui s'en vient dans les prochaines années. Donc, c'est un peu un gambling qu'on fait de dire, hey, on va, oui, laisser certes des billes dans ce projet-là. Par contre, dans 10 ans, c'est ici que les gens vont vouloir être. Et je pense que c'est ça, être un bon promoteur. C'est d'avoir la vision future de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va se passer autour de mon projet et quelle valeur va prendre mon projet au fil des années. Puis ça, c'est un peu un chiffre parce que dans les dernières années, on cherchait beaucoup à faire le profit au moment de faire la construction, chose qu'on voit de moins en moins, mais demeure que ça reste des beaux projets quand même. C'est juste qu'il faut peut-être changer la perspective de ton investissement, le mindset de ton... comment tu analyses ta transaction, elle est peut-être potentiellement différente. J'irais même plus loin que ça, Alex. Parenthèse à ce que tu dis. Si tu es intégré verticalement ou non, ça va jouer aussi sur ta rentabilité de projet. Donc, si tu es capable de t'occuper du dev, du pré-dev, du dev, de la construction, de la gestion, tu n'auras pas du tout le même rendement que si tu es simplement un acheteur de terrain, promoteur, et que tu donnes tout à contrat pour la suite. Donc, il y a quand même ça à considérer aussi. Là. C'est un point qui est très important. Là. Merveilleux. Écoute, on peut Alex, clairement se parler pendant... Ben oui. Hey, on aurait pu partir pendant 2 heures. Pendant longtemps. Mais il y a un podcast après nous, donc on doit terminer. C'était excellent. Je suis certaine que les gens vont avoir apprécié. Merci, Alex.